50 jours après, Bizerte a toujours l'impression de vivre un mauvais rêve. Un rêve où l'absurde se mêle au tragique. Rarement des événements aussi violents auront pris autant au dépourvu ceux qui sur place semblaient les plus à même de juger. Bizerte était cité comme exemple de collaboration franco-tunisienne. Même les plus exaltés d'aujourd'hui parlent encore avec nostalgie de l'atmosphère de fraternité qui existait à Bizerte et surtout à Menzel Bourguiba. Aujourd'hui encore, les Bizertois, Tunisiens et Français, sont frappés de stupeur et regardent avec incrédulité leur ville qu'ils ne reconnaissent plus. En principe, c'est parce que le commandement français avait décidé d'allonger de 60 mètres une piste aérienne de la base et qu'ainsi elle débordait d'1,50 m à peine en territoire tunisien que tout a commencé. Et puis très vite, parce que l'immense partie qui se joue actuellement dans le monde prenait un tour critique, tout s'est envenimé et la foudre est tombée sur Bizerte. Dans la ville meurtrie, un seul secteur fonctionne comme avant, la base. Est-elle si importante, cette base, sur le plan militaire? L'amiral Amand répond à cette question. Avec le développement des armes atomiques, avec la propulsion atomique, eh bien, les données du problème ont changé. Et les bases d'aujourd'hui ne peuvent plus être celles d'hier. Le problème technique est différent. Ceci dit, il est quand même de fait, il est également de fait, que les matériels, comme les hommes, ne peuvent pas indéfiniment rester en mouvement. Et qu'il est nécessaire de les recueillir, qu'il est nécessaire de les commander, qu'il est nécessaire de les entretenir. Et que pour effectuer ces opérations, il existe certainement des positions et des sites qui sont privilégiés. Le problème n'est pas simple. Eh bien, on doit pouvoir le résoudre. Il y a plusieurs solutions. Eh bien, je pense que Bizerte est une de ces solutions. En quoi est-ce que le site est tellement privilégié qui fait que ça a une telle importance? Eh bien, si nous regardons une carte, n'est-ce pas, nous voyons d'abord quoi? Que Bizerte se trouve au point de vue site, au point le plus nord de l'Afrique, au centre de la Méditerranée. Le point le plus nord de l'Afrique, ça veut dire que tout le trafic qui va de l'est à l'ouest passe à la vue de Bizerte. Que d'autre part, centre de la Méditerranée, à notre époque de radar, vous voyez bien ce que ça veut dire. Si vous regardez cette carte, vous voyez un plan d'eau, un énorme plan d'eau, avec un goulet d'accès au grand large. À notre époque, c'est indispensable. Enfin, pour une base navale, c'est indispensable. Il faut quoi? Des plaines sur lesquelles vous pouvez installer des terrains d'aviation, dans lesquels vous pouvez creuser des bassins, terrains d'aviation à proximité de la mer. Enfin, des massifs montagneux, également assez rapprochés, toujours dans le même périmètre, dans lesquels vous pouvez creuser des souterrains. Ce n'est pas entièrement terminé, mais il y a là un énorme ensemble qui est extrêmement important et intéressant, à mon avis, à notre époque. Avant l'affaire de Sakiet Sidi Youssef, la France avait prévu un immense effort en vue d'utiliser au maximum le site idéal que constitue Bizerte pour une base navale militaire. Un but précis, faire de Bizerte une des rares bases aéronavales mondiales capables de jouer un rôle dans l'éventualité d'un conflit atomique et apte à résister à une attaque nucléaire. Vue d'en haut, la base de Bizerte ne diffère pas des autres bases, mis à part le fait que la nature semble avoir tout fait pour combler les vœux de l'amiral le plus exigeant. Le visage original de Bizerte n'est pas celui que l'on découvre du haut de notre hélicoptère, qui survole actuellement la fameuse piste aérienne, dont l'allongement, ici en noir, est à l'origine du conflit. Non, le visage original de Bizerte, 5 colonnes à la une, va vous le montrer en détail pour la première fois à la télévision. Il se situe sous 100 mètres de rochers, au creux des collines qui entourent la base de Bizerte. C'est parce que ces souterrains existent que le général de Gaulle a estimé que Bizerte ne pouvait, en l'état actuel des choses, être rendu à la Tunisie. En moins de 10 ans, 5 ouvrages ont été creusés dans le roc.
Sur ces 5 ouvrages, 2 sont complètement terminés. Ils abritent les ateliers de réparation du matériel maritime, une centrale électrique capable d'alimenter la base, mais aussi la ville entière de Bizerte. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait après les événements. Des centres de communication, de radio et de radar, à partir desquels on contrôle l'ensemble du trafic maritime de la Méditerranée. Les 3 autres ouvrages seraient terminés si l'affaire de Sakiet n'avait pas éclaté en 1958, remettant en question les perspectives du maintien de la base française en territoire tunisien. Dès cette époque, les travaux ont été interrompus alors que l'essentiel était déjà réalisé. Tels qu'ils existent, leur installation intérieure peut être aménagée en moins de 6 mois. Non, parce que quand je suis arrivé il y a 4 ans, les travaux de creusement des souterrains étaient déjà très avancés et c'est le père, c'est mon prédécesseur, l'ingénieur général Cordonnier. Bon, enfin, les travaux de tous ces souterrains ont été entrepris il y a combien de temps? Les projets ont commencé aux environs de 1952 et on peut dire que les premiers coups de pioche ont été donnés pour le premier ouvrage aux environs de 1953. Pour le premier ouvrage, puisque l'ensemble de la base de Bizerte comprend 5 ouvrages. Actuellement, c'est le dernier de ceux que vous avez visités. C'est un parc à hydrocarbures souterrains. Mais l'ensemble de la base était conçu pour en faire d'abord un cerveau de commandement sur la pointe avancée de l'Afrique, vers l'est, et secondo, une sorte de station-service pour les flottes au large, soit ravitaillement en munitions, soit ravitaillement en carburant. Et le réservoir à essence ou, je sais pas, à mazout dans lequel nous sommes, ça représente quoi comme mètre cube? Ah, ben, le réservoir dans lequel nous sommes, représente 5000 mètres cubes. Le projet initial du parc à hydrocarbures du Roumi comprenait, en produits noirs et blancs, environ 300 à 320 000 tonnes. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, actuellement, la consommation de la base de Bizerte en opération est de l'ordre de 3000 tonnes par mois. Si vous prenez un porte-avions comme la Romanche, qui est un gros mangeur, lorsqu'il fait les pleins complets, par exemple, eh bien, il emporte à peu près 3000 tonnes dans son flanc. C'est-à-dire moins que la contenance de ce Moins réservoir? que la contenance de ce réservoir dans lequel vous êtes, qui fait, lui, 5000 mètres cubes. C'est un réservoir cylindrique, comme vous le voyez, qui fait 12 mètres de diamètre et 42 mètres de long. Bon, dites-moi, on a parlé de Bizerte souvent et récemment comme étant l'une des rares bases souterraines capables de résister à une attaque atomique. Oui, tous les ouvrages souterrains qui étaient actuellement entrepris sont à l'épreuve des bombes atomiques, tout au moins d'après les essais qui ont été faits aux États-Unis. Nous sommes ici, par exemple, au Roumi, sous 100 mètres d'un rocher extrêmement compact. Au PC du Kébir, nous sommes sous 80 mètres d'un rocher également extrêmement compact. Les soutes à munitions du Meslem, qui, je vous le dis en passant, car je ne crois ne pas l'avoir dit encore, représentaient à peu près 5000 tonnes de munitions, sont également par 80 mètres de rocher. Il n'y a que les 2 centres de réception qui, pour des raisons de longueur de câble, à partir des antennes, sont simplement à 40 mètres de profondeur sous rocher. Bon, pour qu'on puisse à peu près se faire une idée, que représentent les installations souterraines de Bizerte par rapport, disons, à la plus grande base souterraine du monde? Eh bien, je ne connais pas de grande base souterraine en dehors de Mers el-Kébir. Voilà pourquoi la base militaire de Bizerte, en l'état actuel des choses, est considérée comme importante par le gouvernement français.
Mais les Tunisiens qui assistent au défilé des parachutistes français dans la ville de Bizerte ne pensent plus à la base aujourd'hui. Ils ont le regard tourné vers la Médina, encerclée, érigée en blocos, que du côté français, les militaires surveillent à la jumelle. Dans cette Médina, les soldats tunisiens sont retranchés. Les officiers qui les dirigent ont été formés à Saint-Cyr. Ils ont pour camarades de promotion des officiers français qui se trouvent de l'autre côté des barbelés. Dans cette Médina, un homme, dont on a peu parlé mais qui a beaucoup agi, c'est lui qui a organisé, qui organise et qui organisera peut-être les manifestations tunisiennes. Il s'appelle M. Tekaya, il est délégué politique du Néo-Destour, c'est l'homme fort de Bizerte. C'est vous, monsieur le délégué politique, qui avez, je crois, coordonné et animé les manifestations qui ont précédé les événements de Bizerte. Quand vous avez commencé à organiser ces manifestations, est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé après? Oui, effectivement, c'est moi-même qui ai coordonné ces manifestations qui ont précédé les événements que vous savez. Ces événements avaient pour but essentiel de montrer, de témoigner que la population tunisienne dans son ensemble, et particulièrement la population bizertine, voulait montrer que la base de Bizerte est en terre tunisienne et qu'elle tenait absolument à ce qu'elle soit évacuée. Pour les Tunisiens, qu'est-ce qui est important dans le fait de l'occupation de la base de Bizerte? Pourquoi les Tunisiens estiment-ils que la base doit-elle être absolument évacuée et dans les délais les plus brefs? Nous ne pouvons pas accepter, et nous n'avons jamais accepté la présence de l'armée française sur le sol national. D'abord parce que cela constitue une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Tunisie, et surtout parce que nous avons connu certains agissements des troupes françaises dans certains endroits du globe. Et nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas admettre que l'on continue à utiliser notre sol national pour une soi-disant défense de la France, étant donné que la base de Bizerte se trouve à Bizerte, c'est-à-dire ni en France ni en Europe. Nous n'acceptons pas que cette base-là serve à d'autres fins qu'à des fins tunisiennes. D'un autre côté, la présence des troupes françaises gêne la vie économique du pays, parce que l'économie de Bizerte est actuellement orientée vers le militarisme, alors que nous aurions voulu que Bizerte se dirige vers une expansion économique pacifique. Notre combat ne cessera que lorsque nous serons d'accord pour l'évacuation de Bizerte. Peut-être à ce moment-là, monsieur Tekaya, vous vous rappellerez que vous parlez français. Monsieur Tekaya aura-t-il l'occasion de parler français plus tôt qu'il ne le pense? On commence aujourd'hui à le croire. 2 conférences de presse, celle du président de Gaulle et ce matin celle du président Bourguiba, donnent à penser que le moment des discussions approche et que peut-être celui de la réconciliation viendra. Mais ceux qui ont fui Bizerte ne reviendront probablement jamais. Quant à ceux qui restent, pour le moment, ils demeurent face à face.
En traversant la base, nous avons croisé une colonne de prisonniers tunisiens. Nous nous sommes arrêtés. Parmi eux, certains parlent le français. Vous êtes sous-officier, je crois. Je suis sous-officier de l'armée tunisienne. Sergent-chef. Sergent-chef Taïeb. Vous avez servi auparavant dans l'armée française? Je suis servi dans l'artillerie de l'armée française. Vous avez fait des campagnes? J'ai fait des campagnes d'Indochine. Vous avez été blessé, je crois. J'étais blessé dans mes bras. Vous avez été blessé à la main, oui. Oui, oui. Et où étiez-vous pendant les engagements maintenant? Pendant les engagements, j'étais en face de Sidi Ahmed. En face de la piste de Sidi Ahmed. C'est vous ça. étiez dans les tranchées que nous avons vues. C'est ça. Vous commandiez quoi? Une Je section? commande une section de 12-7. Des mitrailleuses? Des mitrailleuses de 12-7. Des Et un mitrailleuses. canon. Quels étaient vos ordres? Mes ordres, quoi. S'ils tirent sur moi, ben, je me défends, je tire sur les paraches, sur les avions, sur n'importe qui tire sur moi, je me défends, quoi. Vous avez tiré sur la piste? Ah non, j'ai pas tiré sur la piste. Sur les bâtiments? Sur les bâtiments de Sidi Ahmed? Ah non, j'ai pas tiré avec le canon du tout. Non? Et avec Non. les mitrailleuses? Avec les mitrailleuses, on a tiré un coup simplement. Après, en ce moment-là, il y avait l'avion qui pique sur la mitrailleuse. Elle a donné un coup de rafale. Alors, il a coupé le trépied du mitrailleuse. On a arrêté de tirer. Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu l'ordre d'engager le feu contre l'armée française, alors que vous avez été dans l'armée française? Oui. Quelle impression vous avez? Comment Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu cet ordre? Quand je reçois un ordre par un chef, ben, je dois l'exécuter. Vous avez été fait prisonnier rapidement? Non, le lendemain, vers 7h30 du matin, Qu'est-ce par qui les vous- parachutistes. Par les parachutistes. Oui. Il y avait beaucoup d'hommes avec vous qui ont été faits prisonniers? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Combien à peu près? À peu près une dizaine, À quoi. peu près une dizaine. Oui. Et depuis, vous êtes ici, on vous traite en prisonnier de guerre? À l'arrivée du camp d'aviation militaire de Sidi Ahmed, on a été prisonniers, on nous traite très bien comme prisonniers de guerre. C'est-à-dire nourriture? Nourriture, on mange très bien, quoi. On est dans l'air, habillé, logé dans un bâtiment, quoi, arrié, tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Qu'est-ce que vous espérez? On souhaite qu'il y avait bientôt la paix, on se rendra, chacun il se rendre chez lui et c'est tout, quoi. Merci beaucoup. À votre service. Cette crise, amiral, vous l'avez senti venir depuis quelque temps déjà. Oui, depuis la fin du mois de juin, on sentait que les relations allaient de moins en moins bien. Enfin, surtout depuis le début juillet, et puis c'est allé crescendo très vite jusqu'au moment où on nous a menacé de nous asphyxier et de couper nos communications. Vous avez vu les Tunisiens construire des tranchées, des retranchements Oui. tout autour de la base. Exactement, depuis le début du mois de juillet, aux portes devant nos barbelés, devant les limites de notre terrain, on voyait les tranchées se construire, on voyait des canons se mettre en batterie, on voyait des mouvements de troupes tous les soirs, ça devenait vraiment très, très angoissant. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant tout cela? Eh bien, nous avons fait tout le possible pour éviter les incidents. Nous avons pris des précautions, bien entendu. On a ramassé nos gens chez nous. J'ai même autorisé les militaires à ne pas aller en civil à terre. J'ai même ordonné qu'ils aillent en civil à terre pour éviter tout ce qui pouvait ressembler à une provocation. À terre, c'est-à-dire en permission. Je dis la terre, je suis un marin, je m'excuse, c'est en permission. Vous êtes en permission en civil. C'est ça, en permission en ville. Alors, donc, d'incident en incident, les choses sont devenues de plus en plus graves, et finalement, c'était Et- mercredi, je crois, on vous a tiré dessus. Exactement, c'est-à-dire que lundi, il y a eu un discours assez violent, et puis la crise s'est précipitée dans les derniers jours, et mercredi matin, alors nous nous sommes réveillés, et, nous le savions un peu dans la nuit, et nous étions bloqués de tous côtés. Et puis à midi, j'ai intercepté des signaux disant qu'on allait nous tirer dessus sur tous les avions qui pourraient passer. Et effectivement, on a commencé à tirer sur des alouettes qui allaient faire des ravitaillements là où on ne pouvait plus aller par route. n'est-ce pas. Alors j'ai tenu bon, n'est-ce pas? Et c'est très dur de faire tenir bon. Je vous garantis que c'est pas une chose facile, n'est-ce pas, quand on tire sur des gens, de leur dire ne répondez pas. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez Et puis- tenu jusqu'à... Eh bien, j'ai tenu jusqu'à je ne sais plus quelle heure, on va pendant 3 heures, n'est-ce pas? Et là, quand il y a eu assez de blessés et assez de victimes, j'ai dit, eh bien, ça va bien, et il faut répondre. On Et a vous répondu. avez répondu. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement que cet épisode navrant des civils tunisiens mélangés à l'armée tunisienne qui vous C'est attaque? épouvantable, n'est-ce pas? Mais nous le savions, on nous avait menacé, c'est une des choses classiques, hélas,
on mélange des militaires en uniforme avec des femmes et des enfants, et on les fait se précipiter sur des enceintes militaires. Alors on essaie tous les moyens, on essaie les grenades lacrymogènes, on essaie n'importe quoi, mais à un moment on les submerge. Alors on a le choix entre disparaître. Alors à ce moment-là, il faut défendre ce qu'on a, n'est-ce pas? Et on vous tire dessus. Je me permets d'insister, les militaires en question tirent à côté des femmes, et là à ce moment-là il faut répondre. À votre avis, il y a beaucoup de victimes? Dans ces manifestations-là, je ne crois pas. On a fait tout ce qu'on a pu pour en faire le moins possible. Le moins possible. C'est bien évident, c'est tellement tragique. Mais ailleurs, il y a eu des victimes dans les combats réguliers. Alors, et je veux dire que l'armée tunisienne s'est parfaitement combattue. Ça, alors, ce sont des guerriers de tout premier ordre. Je voudrais maintenant que vous nous expliquiez quelle est votre mission précise ici à Bizerte. La mission, elle est très simple, c'est de garder les installations de la base entre les mains, si vous voulez, garder les installations de la base et garder la liberté d'action de ces installations. C'est-à-dire, je crois qu'il faut préciser qu'il y a, et que la base n'est pas une chose concentrée en un seul point, qu'il y a des installations distantes entre elles. Exactement. Et par suite d'un certain nombre de circonstances, la base de Bizerte n'est pas unique, il y a plusieurs installations, il y a un ensemble logistique qui se trouve à Sidi Abdallah, il y a un ensemble aviation, militaire, bateau qui se trouve à la pêcherie, à Karouba, Sidi Ahmed, et puis, dans le nord de la base, des installations anti-atomiques très importantes. Bon, tout cela distant de plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Donc il vous faut que les routes soient libres, donc il vous fallait Au faire moins sauter... une route, au moins une route. Il vous fallait faire sauter les barrages des Tunisiens sur les routes. Absolument. Ça c'est fait. C'est fait, et puis d'autre part, il faut que nos avions puissent partir et arriver, et il faut d'autre part que nous puissions communiquer avec la mer. Bon, il y a donc tout ça c'est fait. La liberté de communication entre les différentes parties de la base et la liberté de communication de la base avec l'extérieur. Exactement. C'est cela. Alors, la liberté de communication par avion, c'est fait, les pistes sont dégagées, elles ne sont plus sous le feu des canons tunisiens. Elles sont plus sous le feu des canons tunisiens, et les bateaux, ben, vous pouvez les voir, les voilà. C'est-à-dire que le Goulet, le Chenal est libre. Est libre. Et pour cela, il a fallu que nous allions dans Bizerte pour, c'est bien simple, n'est-ce pas, un goulet est assez étroit, n'est-ce pas, seulement que les bateaux puissent passer, il y a des chaînes, on peut faire sauter les chaînes, et vous avez des canons le long du goulet, il faut faire sauter les canons également pour permettre aux bateaux de passer. Donc il a fallu pénétrer dans la ville, puisque la ville est sur le bord du goulet. Exactement, elle longe le goulet. Il a fallu, en prenant toutes les précautions possibles, en évitant le maximum de dégâts, le maximum de pertes, et quand on vous tire dessus de toutes les portes, de tous les toits, eh bien vous ne pouvez pas empêcher les gens de répondre, et puis d'empêcher, c'est pas possible. Est-ce que vous avez occupé, ou est-ce que vous comptez occuper toute la ville de Bizerte? À mon intention de ne pas l'occuper. Enfin, de la contrôler entièrement. Absolument pas, je ne tiens absolument pas à contrôler Bizerte, je tiens simplement à contrôler les rives du goulet, de façon à assurer mes communications. Maintenant, alors je ne sais pas, mais si on nous tire dessus de tous les côtés, je ne sais pas ce qui se passera. Mais si on ne tire pas sur nous, il n'y a pas de problème, c'est uniquement les rives du goulet, n'est-ce pas, c'est tout. Donc le présent, vous avez rétabli la liberté des communications. Et l'avenir, comment le voyez-vous, amiral? Ah, ça, je n'en sais rien. L'avenir, c'est une question politique, nous adresser à Paris. Moi, je ne sais pas, je suis un militaire qui exécute les ordres du gouvernement. Je vous remercie, amiral.